Bonsoir à tous, bienvenue dans l'invité de la rédaction de Médien TV. Ce soir, nous allons parler de l'impact des changements climatiques et des catastrophes naturelles sur la mobilité et la migration des populations dans la région MENA, dont le Maroc fait partie. Selon un rapport publié récemment par le réseau Euromed Rights, le stress hydrique qui sévit dans cette région, la région MENA, serait à l'origine de nouveaux flux migratoires. Entre 2009 et 2021, 201 pays et territoires à travers le monde ont enregistré des déplacements internes liés à des catastrophes ou à un dérèglement climatique, alors que seuls 83 pays et territoires ont enregistré des déplacements à la suite de conflits. On verra que même les conflits sont souvent provoqués par des problèmes de ressources et de dérèglement climatique. Pour plus d'éclairage sur ce sujet et pour revenir sur les principales conclusions de ce rapport, nous avons le plaisir de recevoir sur notre plateau M. Abdelrani Youmni, économiste et spécialiste des politiques publiques. Monsieur Youmni, bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Bonsoir. C'est un plaisir de vous recevoir. Merci à vous, le monsieur. Plaisir est réciproque. Merci beaucoup. Chaque fois. Merci beaucoup. Alors, le déplacement des populations, monsieur Youmni, en interne ou les déplacements transfrontières à cause des changements climatiques ou des catastrophes n'est pas un phénomène nouveau, nous sommes bien d'accord. Cela a toujours existé, c'est lié à l'histoire de l'humanité. Quelle est donc la nouveauté, si nouveauté il y a dans le contexte des dérèglements climatiques que nous vivons ces dernières années et leur lien et leur incidence sur la mobilité et le déplacement? Alors le problème, c'est que ces dernières années, c'est-à-dire depuis un siècle, c'est que nous avons un nouveau phénomène qui est l'urbanisation. Mais aussi, on a de nouveaux process de production qui sont l'industrialisation. Donc, on a des émissions d'oxyde de carbone qui sont devenues phénoménales et nous avons aussi une surconsommation de la part de la population mondiale, même si elle est inégale. Donc, nous avons aussi une surpopulation du monde. C'est qu'on a multiplié en 1800, on était 1 milliard. Et aujourd'hui, on est à peu près pas loin de 7 milliards. Donc, sur 2 siècles, on a multiplié par 7 la population mondiale. Et puis, il y a aussi des outils de mobilité qui n'existaient pas avant et qui sont devenus aussi importants, qui permettent aux gens de se déplacer. Et c'est ça qui fait que les gens cherchent des solutions. Soit ils vont fuir, comme vous l'avez bien dit, soit ils vont fuir c'est-à-dire des conflits, souvent des conflits qui sont une causalité de problèmes autour de l'eau, autour de gisements, de matières premières, autour de territoires, parce que l'homme est relié au territoire. L'homme, c'est les territoires et l'alimentation. Et puis, c'est toujours une question de sécurité. La défense, c'est toujours une question de sécuriser. Sécuriser d'abord les territoires, sécuriser l'alimentation. Donc nous avons les problèmes de mobilité, mais nous avons aussi des problèmes nouveaux aussi. C'est que les gens voient qu'il y a des vies inégales entre les nations, entre les villes. On l'a vécu dans les années 80, dans les années de sécheresse, c'est que beaucoup de gens, on a parlé d'exode rural qui continue, mais qui devient conséquent en période de sécheresse. Donc les gens, par exemple, dans la région, en Afrique subsaharienne, dans les régions du Sahel, les gens peuvent changer de pays parce qu'ils peuvent le faire, parce qu'ils vont aller chercher là où il y a plus d'eau, même avec leur bétail, où il y a plus de travail. Et je pense que ça s'est accéléré avec aussi les inégalités entre les individus et entre les nations. Entre les nations, justement. D'après le rapport, au-delà de l'incidence directe de la dégradation de l'environnement et des dérèglements sur la migration, ce phénomène touche les populations dans leurs droits les plus fondamentaux et dans leurs droits humains, parce qu'avant, les gens se déplaçaient d'un pays à l'autre, d'un territoire à l'autre, puis ça prenait beaucoup de temps, il n'y avait pas... mais c'était toujours dans une dignité, ils cherchaient à améliorer leur vie, alors que maintenant, les gens qui partent, des immigrés illégaux, ça impacte directement leurs droits en tant qu'être humain. Vous avez tout à fait raison, parce que si vous voulez, si on veut définir les droits humains ils sont liés je pense, à deux leviers importants. Il y a le levier de la liberté et le levier de la dignité. Et si vous voulez, les immigrations qu'on a connues dans les années 1960, pour l'immigration vers l'Europe ou l'immigration des Italiens vers les États-Unis. Oui. Voilà.
Il y a un écrivain qui s'appelle Leonardo Sciascia qui a écrit un livre qui s'appelle l'América et qui parle bien de ces immigrés qui quittent les ports de Sicile pour aller vers les États-Unis. Là, par contre, on ne cherchait pas la survie. On cherchait à changer de vie. Exactement. Parce qu'on pensait qu'il y avait de la richesse et qu'on pouvait réussir. Alors, ce qui se passe maintenant sur les nouvelles migrations qu'on voit qui viennent d'Afrique subsaharienne ou qui viennent aussi de l'autre côté du Mexique pour les États-Unis, ce sont des migrations pour la survie, pour vivre. Oui. Alors, il y a beaucoup de gens il y a des problèmes des risques de famine, mais aussi des risques de mort pour des gens. Et donc, il y a une fuite vers l'avant, surtout pour sauver les enfants, parce qu'on voit bien, cette année, il y a eu quand même, sur la Méditerranée toute seule, entre l'Afrique et l'Europe, il y a eu 7000 morts. 7000 morts. Dans ces 7000, vous avez beaucoup de femmes et beaucoup de bébés, et puis des enfants, et puis il y a des hommes aussi. Mais pour vous dire que les gens qui risquent leur vie, consciemment, c'est des gens qui n'ont plus de possibilité de vivre là où ils sont. Donc c'est une mobilité forcée. C'est pour ça que dans la question des droits humains, et moi je suis d'accord avec vous, je la mets aussi en face aussi du devoir des pays riches aujourd'hui sur un partage beaucoup plus égal si on veut avoir une cohérence dans la vie humaine entre les différentes nations, parce qu'on ne peut pas avoir des niveaux de développement qui sont très différents entre une ville et une autre qui sont à 3 km. Oui. Alors, justement, quand on parle d'immigration, on va obligé de parler de l'immigration du sud vers le nord. Et d'immigration. Il y a l'immigration et la migration. Absolument. Ouais. Clandestine, on a parlé des droits de l'homme, de la dignité, parce que ces gens, souvent, ils sont parqués dans des camps, ou bien ils vivent pendant des années dans la clandestinité, donc traqués, souvent dans des conditions inhumaines, obligés de se cacher et pas de possibilité de retour. C'est là où apparaît justement parce qu'ils sont un peu dépouillés de leurs droits les plus élémentaires, être libres. C'est ça la conséquence. C'est pas une immigration, c'est ça qui fait la différence entre la mobilité d'il y a un siècle ou 2 siècles, ou même 10 siècles ou 100 siècles et celle d'aujourd'hui. Voilà, si vous voulez, il y a... D'abord, on va parler du siècle duquel on est sorti, le XXe. Le XXe siècle, on avait une mobilité de la main-d'œuvre parce que les pays qui sortaient de la guerre voulaient se reconstruire. Et donc, on avait une forte mobilité. Avant elle, on avait une autre mobilité de gens qui étaient obligés de faire la guerre pour l'Occident pendant la Deuxième Guerre mondiale et comprenaient dans les anciennes colonies. Après, maintenant, on a une troisième phase de migration de personnes qui n'ont plus rien, mais qui n'avaient rien au départ. Et donc, ces personnes, pourquoi? Parce que, si vous voulez, la mondialisation n'a pas atterri sur leur territoire. En fait, la mondialisation, elle s'est bornée à des pays émergents et puis à des pays très riches. Mais si vous prenez le continent africain, et vous prenez les pays d'Amérique latine, et vous prenez quelques pays d'Asie, ils sont restés sur l'état de pauvreté des années 30. Donc il y a vraiment un vrai problème de partage de la prospérité, et c'est ça qui oblige. En plus de ça, c'est que, comme vous m'avez parlé, Madame Derori, des changements climatiques, qui est la cause des changements climatiques? Ce sont bien les pays riches. Si vous voulez, les pays riches, c'est-à-dire les pays industrialisés aujourd'hui, émettent 95% de dioxyde de carbone. Et donc, c'est eux qui ont bouleversé l'état de notre planète, mais qui ont bouleversé aussi notre géopolitique, parce qu'ils profitent des matières premières. En même temps, les gens qu'on a appauvris, eh bien, comme ils n'ont plus rien, ils sont obligés de venir... Absolument. Et on ne peut pas occulter les répercussions de la colonisation, parce que ces pays africains colonisés qui ont été dépouillés de leurs ressources, de leurs richesses, forcément, donc, leur développement a été... Je pense que pour le continent africain et pour le continent américain, je ne parle pas des États-Unis, je pense que l'après-colonisation... Je parle de l'Europe. Non, mais je parle pour le continent africain et pour le continent américain
excepté les États-Unis, je pense que l'après-colonisation a été pire que la colonisation. C'est-à-dire que ce soit pour l'Afrique ou pour l'Amérique latine, ça a été pire. Parce que, si vous voulez, on a remodélisé la politique de ces pays pour continuer à extraire les matières premières et les a laissés dans un état de pauvreté. Et c'est ça aujourd'hui qui fait quand même deux conséquences lourdes. La première, c'est les changements climatiques et la deuxième, c'est l'immigration forcée des populations parce qu'ils n'ont plus de conditions de survie. L'eau. Oui, l'eau. C'est la principale. C'est la principale. On va parler des femmes parce que quand il y a de la précarité à cause de sécheresse ou de conflits ou de changements climatiques, les femmes sont les plus vulnérables. Nous sommes le 8 mars, la journée des droits des femmes et pas la fête des femmes. Donc, ces femmes, on l'a remarqué au Maroc, il y a une trentaine d'années, on en discutait tout à l'heure hors antenne, qui ont commencé à quitter le monde rural vers le monde urbain pour travailler dans le textile ou dans les conserveries. Donc, certains pensent que cet exode vers l'urbain a contribué à renforcer leur autonomie et leur émancipation. Est-ce que vous êtes d'accord qu'il y a du positif dans ce mouvement des femmes vers le milieu urbain? Je crois que c'est les conserveries et la révolution textile des années 70 au Maroc, c'était des salaires très bas. Et donc, on allait chercher des personnes dans le milieu rural et puis on a profité des femmes et puis donc on a ramené beaucoup les zones industrielles du textile à Ensba, à Casablanca, et puis les conserveries de Safi, c'était principalement du travail féminin. Et moi, je pense que la journée de la femme, ça doit être tous les jours. Parce que quand on regarde les inégalités que subissent les femmes, encore plus dans les pays du Sud, parce que c'est les premières victimes d'abord du non-accès à l'école, c'est les premières victimes d'une fécondité forcée, d'avoir des enfants plus tôt. C'est les premières victimes des réseaux de prostitution. Et donc, c'est aussi les premières victimes de la différence de salaire, de revenus. Donc, c'est le premier regard qu'on doit avoir aussi dans cette transformation qu'on veut faire dans les pays du Sud. C'est aussi de permettre à la femme d'avoir sa place. Et la première transition doit être aussi cette transition vers plus de justice du genre. Donc, moi, je ne crois pas que ça a été profitable. Par contre, ça a été profitable pour des jeunes filles qui réussissaient à l'école en milieu rural et qui ont pu aller en milieu urbain et suivre des études supérieures. Absolument. Et après réussir et s'insérer dans la vie sociale. Là, on peut parler d'émancipation ou d'autonomie. Parce que moi, il y a une phrase qui m'a marquée dans le rapport, parce qu'ils disent que ces femmes, dans certains cas, des femmes ont migré pour échapper à des conditions de quasi-servitude dans le milieu rural, alors qu'elles se retrouvent ouvrières dans des usines sous-payées. C'est de la quasi-servitude aussi. Si vous voulez, on substitue une servitude par une autre servitude, sauf que la deuxième servitude, en échange, on a un petit revenu. Mais on n'a pas un vrai salaire. On a un revenu pour survivre. Mais on n'a pas des conditions qui peuvent nous permettre de vraiment s'émanciper. Pour continuer à produire, pour continuer à travailler. Voilà, exactement. Alors justement, ça nous amène à parler, on a parlé des femmes qui vont du milieu rural au milieu urbain. Alors la migration vers l'Europe, on a vu le phénomène des travailleuses marocaines dans l'agriculture, dans la fraise, dans les champs espagnols au sud de l'Espagne. Là aussi, on a vu tous les abus qu'il y a, ça a défrayé la chronique, l'exploitation, les abus sexuels, les inégalités avec les travailleuses de l'Europe, roumaines par exemple, qui n'ont pas le même salaire, pas le même statut. Là, c'est une autre forme de mobilité. Tout à fait. Mais là, c'est le rôle, la responsabilité de l'État de mettre un cadre juridique qui protège cette main-d'œuvre. L'État, alors ce n'est pas l'État marocain, je pense que c'est l'Union. D'abord, l'État marocain, il veut, lui aussi, il est contraint par un dividende démographique. Et puis, quand il y a une
opportunité pour aller travailler. Donc l'État marocain, c'est vrai qu'il doit avoir un cahier des charges dont le départ et le retour de ces travailleurs marocains saisonniers. Il y a des hommes, mais il y a aussi des femmes. Et aussi de l'autre côté, l'Union européenne ou le pays d'accueil, donc qui est l'Espagne, doit aussi renforcer la protection pour qu'il y ait d'abord de la dignité, du travail, mais aussi de l'apprentissage. Moi, ce que je regrette aussi, c'est que ces personnes qui partent pour cueillir les fraises dans la région de Huelva, c'est qu'il n'y a pas en échange des moments d'apprentissage et de formation professionnelle pour ne plus revenir une autre fois. C'est travailleuses jetables. Voilà, si vous voulez, pour ne plus travailleurs. Et je pense que c'est dommage qu'il n'y a pas aussi de la formation en échange pour que ces personnes puissent développer des business, c'est-à-dire des micro-entreprises, pour ne plus dépendre de ce voyage, parce que vous savez que la plupart de ces personnes, quand elles voyagent, et vous me l'avez dit, parce que je pense que vous avez suivi ce dossier de près, vous avez été à Huelva pendant 2 semaines. C'est qu'elles ont, et forcément, elles doivent avoir des enfants. Ils ne doivent pas être très, très, très jeunes, et puis ils doivent avoir des attaches. C'est comme quand vous demandez un visa européen, et je peux vous le dire, connaissant bien le dossier, quand vous êtes très jeune, il faut vraiment avoir des attaches et être propriétaire de quelque chose pour avoir la certitude que vous allez prendre votre billet retour. C'est une forme de... c'est prendre les gens en otage. Oui. Parce que moi j'ai assisté justement, on parle de mobilité, on parle de femmes, on parle justement de mouvements, parce que ces femmes travaillaient dans le milieu rural, où ce sont des travailleuses saisonnières qui travaillaient dans les champs, dans la région de l'Gharb ou ailleurs, et puis qui touchaient 40-50 dirhams par jour, et pour elles, toucher 25 € par jour, ça semblait être une aubaine. Justement, le fait de choisir que les femmes qui ont des enfants. Alors, oui et non, mais il y a aussi, vous savez... C'est comme confisquer un passeport. D'ailleurs, ils leur confisquent le passeport. Ils gardent leur passeport parce qu'il y a aussi, des engagements vis-à-vis de l'administration pour des problèmes de visa et d'immigration clandestine. Mais par contre, vous savez que depuis la période de Covid, la mobilité des ouvriers saisonniers ou agricoles a été multipliée par 3 avec beaucoup de pays européens. Oui, il y a un besoin parce que c'est des métiers sous tension. Maintenant, sur la question parce que là, ce sont si vous voulez, ce sont des migrations de courte durée. Qui ne sont pas forcément liées donc, au bouleversement climatique, c'est des migrations économiques. C'est des migrations économiques de courte période. Quoique, M. Lyoumni, souvent, comme c'est des femmes qui sont originaires de milieux ruraux, avant, quand elles pouvaient vivre sur leur terre et quand la terre elle pouvait faire vivre la famille et la tribu, elles n'avaient pas besoin d'aller. Elles n'avaient pas besoin tout court d'aller travailler parce qu'elles travaillaient les champs et que il y avait une tout à fait. Voilà. Mais ce problème, vous allez le rencontrer, par exemple, entre le Bénin et le Gabon. Oui. Parce que là où il y a moins d'eau, vous avez beaucoup d'ouvriers agricoles qui vont changer de pays, soit pour aller s'installer, soit pour aller travailler en tant qu'ouvriers agricoles sur le bassin des pays africains limitrophes. Et vous avez beaucoup de mouvements au sein, parce que quand on parle de migration et de mouvements, les mouvements intercontinentaux représentent 95%. Et les migrations au-delà du continent africain ne représentent que 5%. Donc c'est vrai que dès qu'il n'y a plus d'eau pour les gens qui font de l'agriculture, il y a 2 choses. Soit ils vont aller faire l'exode vers le milieu urbain pour devenir des commerçants populaires, le commerce populaire de la rue. Soit ils vont aller là où il y a de l'eau pour pouvoir exercer ou d'exploiter des terrains. Comme on parle de migration, bien sûr, c'est surtout le gros, c'est vers le nord. C'est beaucoup vers le nord, vers les pays européens. Dans le rapport, ils épinglent le rôle de l'Union européenne dont la réaction face à cette situation serait inadéquate et dispersée, parce que le rapport évoque le pacte vert européen et le nouveau pacte sur la migration et l'asile qui aborde séparément les changements climatiques et la migration, alors que ces deux sont en fait intrinsèquement liés. Pensez-vous qu'il est réaliste de penser aujourd'hui que l'Europe, avec sa réglementation, ses exigences strictes en matière de politique
et de sécurisation migratoire serait prête à changer son pacte sur la migration pour s'adapter au changement climatique et favoriser une approche qui se baserait sur le respect des droits de l'homme en matière de migration. Ce n'est pas utopique tout ça. Oui, mais si vous voulez, les deux pactes se touchent. Il y a un pacte qui est raisonnable, c'est le pacte vert. Oui. Mais le pacte migration et asile, il n'est pas raisonnable parce que, quoi que l'on dise, nous avons un continent européen qui vieillit. Et que d'ici 35 ans, en 2050, c'est demain, hein, 25 ans, c'est demain, en 2050, on va avoir une moyenne d'âge de 45 ans. Et la pression, si vous voulez, parce que le continent européen il construit sa croissance sur le travail. Et il construit aussi son système de retraite sur les cotisations. C'est-à-dire que pour payer les retraités de 2050, il faut avoir des jeunes qui travaillent. Et ces jeunes, l'Europe ne les aura pas. Donc, elle va être obligée d'aller les chercher quelque part. Et ce quelque part ne peut être que sur le continent africain, parce qu'on ne va pas les chercher ailleurs, parce qu'il n'y en aura pas. Parce que le vieillissement touche beaucoup de continents. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'on va aller chercher, on va refaire ce qu'on a fait en 1900, on va aller chercher des personnes parce qu'il faut qu'ils travaillent, qu'ils consomment et qu'ils cotisent pour pouvoir ça. C'est pour ça que le pacte asile-immigration, je pense qu'il n'est pas réaliste. Et d'ailleurs, je trouve que Mme Meloni, qui est d'extrême droite, est quand même partie en Tunisie signer des contrats pour réguler le besoin en main-d'œuvre, ce que je trouve normal, ça ne me choque pas. Et moi, j'ai toujours défendu, au-delà des changements climatiques qui sont réels, c'est-à-dire qu'il faut accompagner les pays qui ont des problèmes de sécheresse et de stress hydrique et de démographie à se développer pour régénérer une main-d'œuvre mondiale et pour avoir une mobilité de travail et pas d'immigration. Parce que les phénomènes de migration, ce sont des déplacements de problèmes. Et de migration économique ou climatique. Vous déplacez le problème. Oui. Et moi, j'ai toujours dit, le Maroc, il ne faut pas qu'il devienne l'aquarium. Il ne faut pas qu'il devienne l'aquarium des problèmes migratoires des pays du Sud, d'Afrique. Il faut que le Maroc participe à la solution. Mais pour qu'il participe à la solution, il faut que les Européens comprennent, et tous les pays riches aujourd'hui, qu'il faudrait préparer le continent africain au développement et à l'emploi. Parce que quand vous avez en 2050 75% de la population qui a moins de 25 ans, ben, il faut leur trouver du travail. Oui, et donc, ça ne sera pas que de la mobilité climatique qui fait aussi partie de la question. Justement, au niveau du Maroc, on va parler du Maroc. Quelles mesures concrètes, on va parler de développement parce qu'il y a des inégalités au niveau du Maroc et ceux qui partent, qui émigrent, on sait qu'il y a certaines régions du Maroc où il y a une forte immigration vers l'Italie. On sait pourquoi, parce qu'il n'y a pas de développement, il n'y a pas de possibilité de travail, il n'y a pas de création d'emplois. Quelles mesures pourrait prendre le Maroc avec les moyens qu'on a aujourd'hui pour juguler justement cette mobilité? Alors, les problèmes que nous avons au Maroc, c'est d'abord le stress hydrique et les changements climatiques, c'est une réalité. On sait que ça touche les régions du Sud, mais ça touche tout le Maroc. Ça touche moins les régions du CEIS et les régions du Nord, parce qu'elles sont proches de l'Espagne, donc il y a encore un peu plus de pluviométrie. Mais on sait que le centre du Maroc est touché. Maintenant, la question de la migration et de l'immigration est devenue différente. Aujourd'hui, les départs que nous avons, c'est beaucoup de départs de cadres moyens et de cadres supérieurs, des gens qui ont un haut potentiel intellectuel, du capital humain. Maintenant, la migration intermédiaire, on ne l'a plus pour différentes raisons. On ne l'a plus parce que nous avons des jeunes qu'à travers les réseaux sociaux, ils savent aujourd'hui que c'est compliqué en Europe. Oui. Et quand ils font le calcul, ils voient bien que même s'ils gagnent un salaire moyen en Europe, ben c'est mieux que de gagner un salaire moins au Maroc et de vivre dignement et dans leur pays. Je pense que le calcul a été fait. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Je pense qu'il y a des choses qui se font aujourd'hui. Par exemple, pour le stress hydrique, je crois que, par exemple, les stations de dessalement d'eau de mer vont résoudre en partie la question de l'eau. Oui. Pour l'agriculture et pour l'eau potable et pour l'eau. Après, maintenant, la question des inégalités territoriales, il faut la travailler. Et moi, j'ai toujours pointé d'abord l'éducation.
quelle éducation on veut faire pour créer. Parce que nous avons le même problème, la même tension que sur le continent africain. Nous avons un dividende démographique, c'est que nous avons beaucoup plus d'actifs que d'inactifs. Oui. Il faut qu'on leur prépare de l'emploi. Dernière chose, très brièvement, Oui. est-ce qu'il faut, c'est clair, il faut s'attendre à une nouvelle exode rural avec ce qui se passe, avec ce stress, oui, au niveau interne. Je ne pense pas. Et de quoi ils vont vivre? Alors déjà, le monde rural au Maroc se vide à cause de l'urbanisation. Il se vide naturellement à cause de l'éducation, et c'est positif, de l'éducation. Mais je pense que Sa Majesté le Roi, dans un de ses discours, a parlé d'une nouvelle classe moyenne agricole et rurale. Oui. Il la faut pour maintenir un monde rural. Parce que le monde agricole est très important pour n'importe quelle nation. C'est eux qui nous nourrissent. Oui. Et donc, il faudrait qu'ils puissent vivre de leur travail. Oui, parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de classe moyenne. Et moi, payer les pommes de terre à 8 dirhams ne me choque pas. Quand les 8 dirhams vont dans la poche et pas dans celle des intermédiaires. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Lioumni, économiste spécialiste des politiques publiques, pour cet éclairage. Merci, monsieur. Merci pour l'invitation. À la prochaine fois, Inch'Allah. Madame, monsieur, merci beaucoup de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur Média TV. Très bonne soirée.